Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Vidéo Club, c'est le grand retour, avec un de mes films favoris au monde, c'est mon personnel. Il s'agit de Risky Business, bien sûr. Sometimes you gotta say, what the fuck? D'ailleurs, pour lui rendre hommage, je vais immédiatement, comme il avait déjà, je vais immédiatement mettre les célèbres Wayfarers. Risky Business, c'est un film de Paul Brickman, donc un réalisateur mais surtout un scénariste, qui est sorti fin 83 aux États-Unis et en mars 84 donc en France, qui avait coûté 6 millions de dollars et qui en a rapporté à sa sortie un peu plus de 60, donc un franc succès. Et surtout un franc succès critique. J'avoue que c'était un peu la bonne surprise quand j'ai préparé cette vidéo parce que moi je ne m'en souvenais pas à l'époque, enfin je pense aussi qu'à l'époque je m'en fichais un peu. J'ai découvert ado, alors 84, je suis pas allé le voir au cinéma, ça c'est certain, je l'ai vu en vidéoclub, enfin je l'ai loué. Mais dès qu'il est arrivé, donc je pense que ça doit être en 85, un truc comme ça. Alors bon, Risky Business, on pense évidemment à la prestation extraordinaire de Tom Cruise. Mais Tom Cruise, c'était très très loin d'être le choix numéro 1 du réal. Et lui, il avait plutôt envisagé Michael J. Fox ou Tom Hanks, qui à l'époque... Michael J. Fox, il n'était pas encore super célèbre, c'était la vedette d'une série, j'ai oublié le nom. Mais donc, enfin voilà, bon bref, c'était les deux jeunes acteurs qui étaient en train de percer, quoi. Et que lui voyait dans ce rôle. Tom Cruise, il le trouvait pas assez charismatique, il trouvait que il faisait pas assez jeune aussi hein, pour le rôle. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Tom Cruise a dû prendre du poids pour ce film. Il y avait aussi le fait que quand Tom Cruise a fait les auditions, il a été en plein tournage de Outsiders, le film de Coppola. Et donc il est arrivé, il avait son look pour le film, quoi. Donc il était en greaser, il avait une banane, enfin c'était la... Voilà. Et Paul Brickman, il a vu ça et il s'est dit non, ça va pas le faire, c'est pas bon. Donc finalement, Tom Cruise a quand même obtenu le rôle. Et pour se rajeunir, on lui a demandé de prendre un peu de poids. Et donc voilà, il a pris je sais plus combien de kilos pour voilà, avoir un côté un peu plus juvénile. D'ailleurs, on voit effectivement il a des petites joues. Enfin voilà. Alors, Risky Business, de quoi ça parle? C'est l'histoire donc c'est Joel Goodman, qui est un lycéen dans une banlieue de Chicago, assez cossu, quoi. C'est un fils unique et chouchouté, mais c'est plus que chouchouté, il est couvé par ses parents qui lui laissent vraiment très peu de liberté, il est complètement bridé, c'est un ado super timide, voilà, très réservé, qui aime pas très bien dans sa peau. En plus, il rêve d'intégrer une prestigieuse université à Princeton, je crois. Mais bon, ses notes sont pas suffisamment bonnes. Donc voilà, il a pas le moral, quoi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ses parents vont partir en vacances exceptionnellement pour quelques jours et le laisser seul à la maison. Et ça va être le déclencheur. En fait, il va se laisser un peu influencer aussi par son meilleur pote qui est un peu plus foufou que lui. C'est Miles, je crois, il s'appelle. Et sur un coup de tête, donc il va, pour voilà, s'éclater un tout petit peu, se laisser convaincre d'appeler une call girl. Il va tomber sur un travesti. Et pris de pitié, le type va lui donner un numéro à appeler pour avoir une vraie fille. Et c'est là qu'il va rencontrer Lana, donc, qui est une call girl et avec qui il va coucher. Et dont il va bien évidemment tomber amoureux. Et là, ça va être le déclencheur de toute une série d'événements que je peux pas relater parce que ça rend du spoil à 100%. Mais qui vont le faire mûrir et grandir et se métamorphoser totalement en un temps record. Et là, donc là, on est dans le teen movie total entre Ferris Bueller et Breakfast Club et tous ces trucs-là. Sauf que, contrairement à ces autres films, et c'est pour ça que Risky Business est personnellement mon favori de tous ces films que j'adore, hein, enfin, surtout Breakfast Club, c'est que il a quelque chose de mélancolique, de désespéré, mais c'est pas sombre non plus, mais il y a quand même quelque chose qui flotte tout le long du film, une sorte de cynisme aussi sur la vie, sur voilà l'éthique aussi pour réussir, toutes ces choses-là. Et Joel Goodson, donc le personnage interprété par Tom Cruise, est vraiment paumé et il va se révéler quoi, mais pas dans le sens. Enfin, en fait, c'est ce qui est drôle, c'est que cette bouffée d'air, en fait, c'est vraiment ça en fait, hein, c'est que tout d'un coup, c'est comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie, enfin toute sa jeune vie en apnée, et qui tout d'un coup, voilà, prend une immense bouffée d'air. Voilà, avec tout ce que ça peut impliquer de conneries, et de prise de conscience aussi sur beaucoup de choses, y compris sur lui-même. Un autre truc qui me fait
adoré ce film, c'est que il sonne juste, tout sonne juste. Par exemple, il y a il y a des situations qui sont drôles, mais c'est pas drôle. Il n'y a pas de blagues, enfin, c'est pas des gags et des trucs comme ça. C'est drôle parce que c'est toutes les caractéristiques de l'adolescence, quoi. Mais vraiment, hein, et de la puberté, tous ces trucs-là. Et c'est très malin, très 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 malin. Un autre aspect de ce film qui me plaît particulièrement, c'est sa tonalité. C'est un film qui ne suit pas vraiment les codes du teen movie de l'époque, quoi. Il y a d'abord parce que dans ce film, Tom Cruise n'est pas encore physiquement, quoi, le sex symbole qu'il est rapidement devenu par la suite, mais je pense que il a quelque chose d'un peu maladroit, pâteau, enfin même dans son jeu au début en tout cas, qui est extrêmement touchant et qui nous le rend très proche de nous, alors que par la suite il va devenir une icône du cinéma, mais on peut pas dire que c'est un mec dont on se sentait proche. Là, c'est vraiment c'est un ado qui est crédible. Et du coup, d'ailleurs, la métamorphose psychologique et un peu physique qui s'opère dans le film, il va changer voilà de ton. Je crois que c'est enfin, j'ai pas souvenir d'un mauvais doublage, mais la VO elle est assez géniale. Il modifie sa façon de s'exprimer tout d'un coup, non, même sa posture, c'est vraiment déjà un boulot assez phénoménal. Et alors bon, la fin, on sait que la fin a été imposée par le studio. Paul Brickman, lui, il avait une fin en tête qui était beaucoup plus j'allais dire plus sombre. C'est pas vraiment que c'était sombre, mais c'était une fin vraiment mélancolique et très, enfin, qui laissait un Joel Goodson vraiment un peu perdu. Il y avait quelque chose voilà, un peu désabusé et tout, quoi. C'était pas une happy end, hein, vraiment assez loin de là. En plus, c'était pas clair du tout sur sa situation avec cette Lana, enfin, bon, finalement, on sentait aller passer à autre chose, quoi. Enfin, elle n'allait plus le voir. Donc c'était assez triste quand même, hein. Et donc bon, ça les studios ils ont dit niet, et tellement qu'ils l'ont donc forcé à retourner filmer une nouvelle fin, qui est celle que tout le monde connaît, donc hein, qui est, alors c'est pas non plus le happy end niais quoi, mais c'est une fin clairement pleine de promesses. Lui il a l'air quand même voilà épanoui, heureux. C'est très très différent quand même. Alors d'ailleurs la vraie, enfin la vraie fin, la fin souhaitée par le réal, on ne la connaîtra qu'il y a quelques années pour le 25e anniversaire du film, ou sur l'édition Blu-ray que je n'ai pas évidemment. On trouve des bonus paraît-il super intéressants, et il faut que je me le prenne, hein, voilà. Et notamment, on la trouve aussi sur YouTube évidemment, mais notamment la vraie fin. Donc voilà, on a enfin la vraie fin, et qui est magnifique, mais qui, oui, achève de rendre le film assez complexe en fait. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de ce film, quoi, évidemment, mais c'est un film moins simple qu'on pourrait le croire. Au rayon des anecdotes, l'actrice Rebecca De Mornay, donc, qui interprète Lana, et qui d'ailleurs n'était pas non plus l'actrice souhaitée par le réal initialement. Je me souviens plus à qui il avait pensé, et les studios ont dit non. C'était pas une star, mais en tout cas, elle n'a pas été retenue. Et c'est donc Rebecca De Mornay qui a été choisie. Et d'ailleurs, elle a été choisie parce que lors des essais, il était évident qu'avec Tom Cruise, ça collait de ouf, quoi. Et quand ils ont vu voilà l'alchimie qu'il y avait entre l'acteur et l'actrice, ils se sont dit ok, ça va le faire en fait. Et donc en fait ça a tellement bien fait qu'ils ont développé une relation tous les deux, Rebecca De Mornay et Tom Cruise, alors que elle était totalement en couple avec l'acteur Harry Dean Stanton, donc principalement connu pour Paris Texas. Il y avait aussi un petit rôle dans New York 97 là. Et mais bon, pour moi c'est quand même l'inspecteur dans Christine, voilà, clairement. C'est à chaque fois que je pense à lui, je pense à l'inspecteur de Christine. Et impossible de ne pas donc parler de ces satanées lunettes Wayfarer de Ray-Ban, puisqu'elles sont devenues un des symboles de ce film. D'ailleurs, c'est même le dossier de presse à l'époque était découpé en forme, enfin reprenait la forme des Ray-Ban. Je vous mettrai une image. Et elle représente vraiment la scène ultra culte, enfin il y en a plusieurs, mais vraiment le moment où il envoie voilà, tout balader en mettant ses lunettes et en acceptant qu'il est en réalité différent de ce qu'on a voulu faire de lui, vraiment en
en le gavant, mais comme une noix, quoi, d'éthique et de principes qui en vérité ne sont pas les siens. Et donc, ce film a lancé la mode de ces lunettes Wayfarer, qui avant était un bide monumental. Et ça va même au-delà, puisque la marque Ray-Ban était à 2 doigts de la faillite avant la sortie du film. Leurs lunettes ne marchaient plus du tout, c'était une marque qui était totalement ringardisée, et le PDG de Ray-Ban à l'époque a confirmé, a dit que dans les faits vraiment très concrètement, le film a sauvé la marque de la ruine, quoi. Parce que donc c'est devenu un raz-de-marée mondial, ces lunettes, grâce au film. Et les ventes de ce modèle ont doublé, plus que doublé, je crois que c'est presque 300%. Enfin, elles ont grimpé de 300%, enfin, c'est hallucinant donc. Hein. Et ça a sauvé la marque, voilà, complètement. Ça l'a rendu, et en plus après, bon, il y a eu ils ont surfé sur le truc des Aviator avec Top Gun. Je crois, franchement, je pense qu'ils peuvent vraiment remercier Tom Cruise. Difficile aussi de conclure sans parler de la scène de danse où Tom Cruise, enfin seul et peinard dans la maison, se lance dans une chorégraphie hallucinante, quoi. En chaussettes, slip et chemise, il saute dans les 4 coins de la baraque, vraiment, c'est cultissime, tout le monde connaît cette scène. Et je pense que vous le savez, mais donc cette scène a été entièrement improvisée par Tom Cruise. C'est quand même assez révélateur, c'est quand même un jeune acteur à l'époque, donc il fallait quand même un peu avoir des couilles pour se lancer là-dedans. Puisque dans le script, comme on a pu d'ailleurs le découvrir plus tard quand il a été rendu public, mais le réal avait déjà confirmé ça, dans le script il n'y avait aucune indication de comment jouer cette scène. Ça allait même plus loin, il y avait juste marqué Joël danse. Voilà. Donc voilà, débrouille-toi avec ça. Donc il y avait 1000 façons de le faire. Et Tom Cruise a décidé de partir dans un trip complètement fabuleux, ça nous parle, je pense, un peu à tous. Le moment où on est désinhibé totalement parce que personne n'est là, personne nous voit, personne nous regarde, quoi. Et donc voilà, balai complet, on s'éclate sur une musique et on est ridicule, mais on s'en fout complet, quoi, parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de spectateur. Et voilà, il aurait pu faire une scène de danse super classe et machin et tout, puisqu'il n'y avait aucune direction là-dessus. Et il a choisi de tenter ce truc, et d'ailleurs le réal raconte que toute l'équipe était sur le cul la première fois quand il a fait cette scène hallucinante, et que du coup après ils ont totalement validé cet angle qu'avait improvisé Tom Cruise. Voilà, c'est un film évidemment bon culte, hein, je pense pas que je vais le faire découvrir à grand monde, mais j'ai eu des surprises déjà avec d'anciennes vidéos, donc je me dis qu'il y a peut-être des gens parmi vous, enfin ou parmi d'autres personnes qui tomberont dessus à l'avenir, qui connaissent de nom mais qui l'ont pas forcément vu. Je sais plus, sur un ou deux films aussi très très connus, j'ai eu des commentaires qui m'ont vachement surpris, mais et fait super plaisir. De gens qui me disaient, bah évidemment que je connaissais de nom ce film, mais j'avais pas forcément eu envie de le voir, enfin voilà. Je dois parler également de la bande originale extraordinaire du film, quelques chansons, mais on a également les instrus de Tangerine Dream qui sont à tomber par terre, et notamment le célèbre Love on a Real Train qui est vraiment devenu cultissime, et en plus un morceau qui a influencé considérablement pas mal d'artistes dans la scène électro, enfin toute la scène vraiment rétro 80s que je connais pas mal, et voilà, clin d'œil à l'ami Lifelike par exemple, qui avec Chris Manas a accouché d'un titre magnifique qui s'appelle Discopolis, si vous avez la curiosité d'aller écouter, qui a été un tube énorme à sa sortie, et qui qui s'inspire vraiment très 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 grandement du thème de Risky Business, donc composé par Tangerine Dream, et voilà, d'une beauté incroyable. A noter que le groupe avait bien souffert quand il devait pondre la musique de ce film, puisque pendant un bon moment, tout ce qu'il proposait au réal ne convenait pas. Il composait des trucs et le réal disait c'est pas du tout ça, mais vraiment, enfin apparemment il était même à 2 doigts de laisser tomber, et à un moment ils ont tenté ce truc, et ils lui ont fait écouter, et là il a dit c'est parfait. Donc voilà, on est passé de c'est de la merde à c'est fabuleux. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette chronique. Je pense pas, voilà, c'est pas un film je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un youtubeur français qui en a parlé? Oui, sûrement, j'en ai aucune idée, mais voilà, j'avais envie de le faire, c'est vraiment un petit peu aussi
il y a quelques films comme ça, je suis obligé de les faire. Personne comprendrait que je les fasse pas, quoi. Donc, or, ils sont pas tous rares ou méconnus, quoi. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Petit aparté pour préciser aussi que Paul Brickman, on lui doit notamment les scénarios de 2 films que j'adore. Deal of the Century, donc c'est le coup du siècle, voilà encore un film, merci à nos petits éditeurs, très courageux, qui n'existe pas du tout sur aucun support en France, avec Chevy Chase et Sigourney Weaver, ainsi que Gregory Hines, et c'est une comédie complètement déjantée, absolument géniale. Donc voilà, et on lui doit un peu plus tard Jugé coupable, donc le film d'Eastwood fabuleux. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment 2 films qui n'ont absolument rien à voir, mais qui ont tous les 2 franchement un très très bon script, je trouve. On n'engage que moi évidemment.